Bienvenue dans Aparté. Dans ce podcast, nous donnons la parole à des journalistes innovants et à d'autres passionnés de l'information qui font bouger les médias. Notre but, vous inspirer et donner des idées à tous ceux qui veulent lancer de nouveaux projets dans le monde merveilleux de l'information. Ce podcast est rendu possible par Jinkyo, la communauté des talents de l'information. Pour tout connaître sur nos invités, allez découvrir leur portfolio sur jinkyo.com. Et pour aider notre jeune podcast à grandir, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur iTunes ou à laisser des commentaires sur les plateformes. Je suis Jean-Baptiste Diebold, journaliste transformé en entrepreneur des médias, cofondateur de Jinkyo. Je suis Élise Colette, journaliste embarquée de plein gré dans la révolution numérique des médias. Pour cet épisode, nous avons eu envie de parler de documentaire. Ce format télé ou vidéo a clairement le vent en poupe en ce moment auprès du public et il permet à des auteurs de réaliser le grand reportage ou la grande enquête dont ils rêvent depuis souvent fort longtemps. Nous sommes très heureux de recevoir aujourd'hui une journaliste qui a réalisé ce rêve et l'a fait en s'appuyant sur une communauté passionnée par son sujet et qui a contribué à son financement participatif. Bonjour Anne-Sophie Novelle. Bonjour. Avec ton documentaire « Les médias, le monde et moi », tu abordes un sujet qui nous intéresse particulièrement, l'avenir de l'information et les manières de lutter contre la défiance du public vis-à-vis des médias et contre les fake news. Ce que tu montres très bien, c'est que derrière l'information et ses manières de la présenter, il y a des gens, des journalistes en particulier, qui sont aujourd'hui confrontés à des problèmes multiples, économiques ou autres, et qui cherchent des solutions. Entrons donc avec toi dans la fabrication de ce projet et pour bien commencer, écoutons le tout début de ton film. Je suis journaliste et depuis peu, je fais les marchés. Anne-Sophie. Bonjour Anne-Sophie. Je suis une petite productrice d'information. J'essaye de vendre du bon bio pour les canards. Mais après un début d'année éprouvant, j'ai décidé de prendre le large et d'enquêter sur une profession en mal d'amour. Entre un producteur d'oignons et un ostréiculteur, c'est le grand déballage. J'installe un coin des bonnes affaires à côté de vieux torchons en promo. Je propose de l'élixir anti-fake news, du poivre d'Arvor, des perles satiriques du Gorafi. L'été dernier, j'ai même trouvé des Benalla. Bonjour. Certains pensent que je vends des salades, d'autres des feuilles de chou. Alors, c'est une vaste question quand on a vu le film, mais pour nos auditeurs qui ne l'ont pas vu, est-ce que tu pourrais nous faire le pitch de ton documentaire ? Oh là, je suis pas entrepreneuse, moi. J'ai besoin de temps. Le documentaire interroge notre rapport actuel à l'information. Et donc la façon dont on s'implique dans le monde, tout simplement. Mais il l'interroge du point de vue du consommateur d'information, tout autant que du point de vue du producteur d'information. Donc, c'est-à-dire du point de vue du public qui reçoit l'info et du point de vue du journaliste ou du réalisateur ou de l'éditorialiste qui en produit. Ton documentaire, il est destiné à être vu par un grand public, pas seulement, justement, aux journalistes, aux gens qui s'intéressent à l'info. Oui, je pense qu'il s'adresse un peu à tout le monde. Je voulais pas faire un film que pour les journalistes et j'avais pas cette prétention de m'adresser à mes confrères et mes consoeurs. Juste, c'était un questionnement et c'était aussi une façon d'impliquer le public, à dire attention, la défiance qui existe aujourd'hui à l'égard de cette profession peut être dangereuse. On ne s'informe plus comme avant, mais on ne fait plus société comme avant non plus. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et d'où vient cette défiance ? Et pourquoi c'est ennuyeux, et donc voilà, c'était vraiment cette... Mais je voulais que le grand public puisse aussi s'interroger, et donc l'emmener avec moi. Et ce qui n'est pas facile, en fait, d'illustrer un film sur l'information, de faire des belles images, enfin, c'était un défi. J'ai regardé pas mal de documentaires qui ont été faits sur cette question, et il y a souvent beaucoup de face caméra, d'entretiens, qui sont pas forcément... je vais pas chercher le glamour, mais quelque chose qu'on a envie de suivre, soit très dynamique, etc. Et j'en profite juste pour dire qu'effectivement, il y a quelques très belles images dans ce film. Ça va d'un petit escargot qu'on regarde à un moment, à cette scène qu'on vient d'entendre sur le marché. Il y a vraiment des belles images, et c'est très appréciable. Alors, t'avais pas d'expérience, toi, audiovisuelle auparavant. Tu venais plutôt de l'écrit et de la presse écrite, mais même avant la presse écrite de l'écrit, on va dire, parce que tu as fait une thèse. Tu avais fait aussi des livres, notamment La vie chère, mode d'emploi, cher, le terme en anglais, partagé. Pourquoi, tout d'un coup, tu t'es dit, je vais faire un documentaire ?
En fait, c'était vraiment un livre en départ. En 2013-2014, j'avais même signé avec une maison d'édition. Et j'ai mis du temps, parce que j'ai monté un projet entre-temps pour la COP21 à Paris, de lieu où on a fait venir des narrateurs du monde entier pour essayer de voir comment parler du climat différemment et rendre ça déjà plus sexy dans les médias. La question était déjà là. J'ai eu mon deuxième enfant et donc j'ai pris du temps. Et en juillet 2014, j'interroge, je faisais quand même mon enquête et des petites interviews, et je rencontre Stéphane Paoli, qui était le journaliste de la matinale de France Inter, entre autres, que j'écoutais beaucoup quand j'étais étudiante. J'étais assez fan. Je suis rarement fan, mais là, vraiment, c'était grand respect pour ce monsieur. Et face à lui, pendant 2 heures avec mon calepin, je suis déjà très émue, impressionnée par sa réflexion, comme toujours. Et je me dis, je ne pourrais pas raconter ça par écrit. Il faudrait que les gens puissent voir et qu'on puisse leur transmettre la même émotion que ce que je viens de ressentir, pour qu'ils comprennent que quand on est journaliste, on est animé par quelque chose de très profond, et que quand on s'interroge vraiment sur la façon de faire son métier, on peut pas haïr comme ça la profession et les journalistes qui ont cette type de démarche. Et donc voilà. Et donc entre-temps, il s'est passé du temps. En 2015, je rencontre Flo Laval, mon co-réalisateur, qui m'a présenté Les films d'un jour, Sébastien Tézé, mon producteur. Et de fil en aiguille, début 2016, j'ai commencé à faire les premiers synopsis. Et ce qui était compliqué pour moi, je crois que j'ai dû l'écrire 100 fois, ce synopsis, c'était d'écrire un film. On ne l'écrit pas du tout. Il faut penser l'image, il faut aller penser des scènes, des séquences. Donc voilà, donc c'est mon premier film. Je pense que j'ai fait toutes les erreurs de débutante, ou presque. J'ai beaucoup appris. Mais j'ai eu une super équipe aussi. C'est-à-dire qu'au-delà de Flo, on a eu après un monteur qui a 20 ans d'expérience. J'ai fait venir une graphiste qui a fait le travail, genre disant ta carte blanche, et pareil pour le musicien Florian Seroul. Alors, en termes d'image, justement, et de narration, j'ai eu l'impression de reconnaître un petit peu de quelque chose du film Demain, de Cyril Dion et Mélanie Laurent. Je crois que tu as d'ailleurs un peu travaillé sur ce film, tu vas nous dire. Est-ce qu'on pourrait dire que c'est ta source d'inspiration ? Demain a, je pense, impacté et influencé pas mal de monde. Moi, je trouve que Demain, c'est un beau film. Toi, tu as collaboré à quel titre ? Et à côté, Road Trip. En fait, Cyril Dion, on se connaît depuis très longtemps. Ça doit faire depuis 10 ans. Et quand il a lancé sa campagne de crowdfunding, Sébastien Ravu, qui l'aidait dessus, m'a demandé de l'aider à concevoir la campagne avec lui. Sauf qu'on n'a rien géré. Ça, c'est en 3 jours, il avait déjà dépassé la somme. Donc, c'était fou. Mais c'était intéressant à suivre. On apprend beaucoup quand on mène une campagne de crowdfunding. Et j'en avais fait d'autres avant pour Pierre Rabhi, j'en ai fait d'autres pour ces réseaux-là. Donc voilà, je sais plus ce que je racontais. D'un point de vue film, du coup, point de vue. Voilà, donc, Demain nous a inspiré. En fait, au départ, on n'avait pas forcément prévu que je sois dans le film, que je me mette en scène. Parce que c'est ça, une des particularités, c'est que un peu comme on suit Mélanie Laurent dans Demain, on te suit dans tes rencontres diverses et variées sur différents continents à la quête de nouveaux modèles d'information. C'était pas prévu et au bout d'un moment, surtout parce que j'ai participé à l'aventure d'Hebdo, qu'on raconte aussi dans la version longue du film, Flo m'a dit en fait il faut qu'on te suive, c'est ta quête à toi, donc j'ai accepté d'être le vecteur de cette histoire pour impliquer les gens aussi dans cette narration, pour essayer de les faire réfléchir avec moi, à mes côtés. Et ça t'a posé question de te mettre en scène et de dire le monde et moi ? Alors, me mettre en scène, oui, parce que c'est vrai que j'ai du mal, moi-même, quand je vois un journaliste se mettre en scène. Donc, j'avais pas envie d'être cette journaliste ou ce journaliste que je critique parce que j'aime pas ça. Donc, j'espère que c'est pas trop mal fait. En tout cas, j'ai eu des retours pour l'instant sympathiques à ce sujet en disant oui, tu nous portes, mais tu ne te mets pas trop en avant. Donc, je sais pas en fait. Mais en tout cas, bon, j'ai essayé d'être à ma place et de pas trop en faire. Et souvent, pendant le montage, je disais on me voit trop. Ah, coupez-moi, on me voit trop. Je ne supportais pas ça. Et le et moi du titre, comme il y a une communauté derrière le film, cet été, on a posé la question. C'est-à-dire, j'ai posé la question à la communauté. Le titre qu'on avait au départ, c'était les nouveaux chemins de fer. Donc, c'était le chemin de fer journalistique et le chemin de fer FAIRE. Mais on trouvait que c'était peut-être
pas assez grand public, Technique, ce titre, ouais, c'est ça. trop technique, trop. Donc c'est pour ça on va faire un titre un peu plus impactant. Et le et moi, ça a failli être et nous. Et donc il y a eu ce débat. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on met. Donc Flo Laval, mon coréal, était plus pour le et nous. Et dans la communauté, il y en a qui ont dit non, mais le et moi, on sait que c'est toi, Anso, mais ça va être aussi le moi de consommateur d'infos qui s'interroge. Et donc ce moi, en fait, il est universel. Et on a décidé d'appeler la communauté et nous. Comme ça, il y aura la réflexion qui viendra derrière. Et alors tu dis qu'effectivement toi, t'aimes pas forcément voir des journalistes se mettre en scène, mais c'est quand même une tendance et on sent dans le public, notamment chez les jeunes, qu'il y a une envie de comprendre comment l'information est fabriquée. C'est aussi une partie du succès d'Élise Lucet. Est-ce que tu penses aujourd'hui que ça devient quelque chose d'important de voir et de comprendre ce que le journaliste est en train de faire ? Oui, je pense. Alors après, j'aime pas quand c'est mal fait, mais quand c'est Élise Lucet ou quand c'est une entretien sur plateau, enfin voilà, c'est pas nouveau en fait cette façon de faire, sauf qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui confondent le côté être vecteur et être le propre acteur de sa mise en scène. Et c'est là où ça me dérange, c'est-à-dire quand ce rôle devient en fait du storytelling de ma propre histoire. Je trouve ça assez désagréable parce qu'on oublie qu'on est au service d'eux et pas juste à son propre service, et même pas du tout à son propre service. Et ça me dérange en fait. Ce côté, je suis l'animateur de. Enfin, quand il y a trop de storytelling autour, moi, à titre personnel, ça m'ennuie. C'est pas pour ça que je suis là en fait. Donc, en tout cas, je suis là pour passer de l'information et pour mettre en avant mes invités ou le propos. Si c'est juste pour me starifier, ça ne m'intéresse pas. Jeudi, le journal La Croix a publié le baromètre sur la confiance des Français dans les médias. Alors comme pressenti, les résultats ne sont pas très bons, avec une crédibilité à la baisse et une indépendance à l'égard des pouvoirs économiques et politiques jugées insuffisantes, comme nous le disait encore sur ce plateau la journaliste Aude Lancelin samedi dernier. Alors comment faire pour renouer le lien entre les citoyens et les journalistes ? Est-ce que ces derniers doivent changer leur manière de concevoir et d'exercer la profession s'ils ne sont plus les seuls à donner, à voir, à entendre, à sentir, à connaître l'actualité ? Alors comment repenser leur fonction pour être de bons narrateurs du monde. Second volet de la fabrique médiatique aujourd'hui sur la défiance envers les médias. Les solutions avec nos deux invités en duplex de France Bleu Gironde à Bordeaux. Anne-Sophie Novelle, bonjour. Bonjour. Vous êtes journaliste indépendante, vous avez travaillé pour Le Monde, Le 1, LCI. Anne-Sophie, tu as été invitée récemment sur France Culture. Tu as été beaucoup interviewée dans les médias et ton film a été diffusé aux Assises du journalisme. Bref, dans le monde des médias, on peut dire que pas mal de monde ont entendu parler de ce film et pourtant, il n'a pas encore été diffusé sur une chaîne de télévision, ce qui permettrait de le montrer au grand public. J'imagine qu'aujourd'hui, c'est quelque chose d'important pour toi. Alors, c'est faux, parce qu'en fait, il a été diffusé à la télé, mais en Belgique. Donc, les Belges ont entendu une de ces deux émissions là, de France Culture fin janvier. Sarah Hameau m'a contactée par Twitter. Je lui ai dit, contacte mon producteur. Et une semaine après, elle nous appelait en disant... La télé belge le prend. Donc là, j'ai sauté de joie. Mais on l'a diffusé déjà depuis mi-janvier dans des projections débat en France comme à l'étranger. Donc il y a un grand public. Il y a beaucoup de lycéens en fait qui l'ont vu. Le lycée français de Londres, pendant la semaine de l'éducation aux médias et à la presse, l'a passé tous les jours à ses classes. Et j'ai fait 2 Skype avec eux. Enfin, il fait son petit chemin pour l'instant. Et on a fait le lancement officiel. C'est un objectif pour toi aujourd'hui, ce côté télé grand public En fait, la télé, malgré la défiance qui existe aujourd'hui à son compte, reste le média le plus regardé, un petit peu derrière la radio, mais et donc c'est important. Le côté vu à la télé, il joue encore un peu. Donc là, on attend les réponses de France TV, d'Arte. J'espère en avoir bientôt. Mais on ne suit pas la chronologie des médias. Et ça, je l'ai découvert en faisant ce film. Il faut respecter un cadre, une façon de faire. Et nous, on est un peu des petits trublions. Voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on a un bel enthousiasme en fait d'une partie de la profession. Certains sans doute n'aiment pas et ils ont leur raison et tant mieux. Je pense qu'il faut en débattre en fait d'un film comme celui-là. Et donc on attend, mais on va pas attendre longtemps. C'est-à-dire que si on est hors case et hors des clous, on va sans doute inventer un mode de diffusion hors les clous. Ça sera à nous de trouver ce chemin-là.
En tout cas, depuis le départ, vous inventez quand même, ou en tout cas, vous êtes dans une démarche qui n'est pas celle de justement un peu du documentaire produit de manière classique, comme il se trouve que j'ai eu l'occasion de faire, c'est-à-dire qu'un producteur va d'abord voir un diffuseur qui lui achète le film et puis ensuite on fait. En l'occurrence, comment tu t'es dit qu'on pouvait faire autrement et que dès le départ, tu allais te lancer dans ton film, même s'il n'y avait pas forcément de diffuseur tout de suite? Alors, je voulais le faire et je voulais le faire. C'était déjà, on va pas m'empêcher de le faire. Une excellente raison. Donc, télé ou pas, il existera et j'aurais fait ce travail. Donc, c'était plutôt une confiance en moi, une envie, quoi. On n'allait pas m'arrêter. Mon producteur m'a fait confiance, c'était important parce qu'il a pu apporter des moyens, aussi bien financiers que techniques. Et on a complété, en effet, avec cette campagne de crowdfunding parce que les télés nous ont dit c'est un projet très intéressant sur papier, mais parler du journalisme à la télé, pour nous, c'est compliqué. Donc, on l'a mis sur Docs TV, on a touché une subvention du CNC et on a complété donc, avec les 20 000 € qu'on a réussi à lever auprès de 325 contributeurs que je remercie encore. Et voilà. Et donc, on a réussi à le faire naître de cette manière-là, avec des petits moyens. On a vraiment... C'est quoi le budget global? Je sais pas exactement. Je dirais qu'il est entre 50 000 et 70 000 €, ce qui est pas énorme. Donc, on a vraiment filmé à deux avec peut-être la moitié je pense, ouais. Il y a beaucoup de d'un documentaires. financement classique de documentaires, ouais. Mais bon, Surtout voilà. Il y a 2 versions. Il y a 3 versions. Il y a la version 70 minutes, la 52, qu'on a fait déjà traduire en anglais. Donc, elle existe depuis janvier, déjà, la version en anglais. C'est pour ça qu'on a pu le montrer à l'international. D'accord. Et le 52 minutes est une exigence du CNC. Ça, moi, je ne le savais pas, mais il faut toujours faire un 52 minutes, notamment pour l'international. Et tu peux nous parler un petit peu de Docs TV? Docs TV, c'est une plateforme de documentaires en ligne, sur abonnement, en illimité, en streaming. Et ça fait partie de ces plateformes-là qui existent depuis quelques années maintenant et qui permettent... Donc, je crois que Docs TV, c'est 2500 documentaires qui sont référencés dessus. Donc, pour, je crois que c'est 6 € par mois, on peut accéder à plein de documentaires. Dans le même genre, il y a Tank, sur des documentaires plus d'auteurs. Et récemment, en mode gratuit, il y a Imago aussi qui existe, mais sur des questions... plus de développement durable, d'écologie, de transition. Et donc, c'est Docs TV qui t'a ouvert le CNC? Exactement. Docs TV, moi, je ne le savais pas, mais a le droit de prendre 2 films par an. Et donc, mon producteur a mis les médias Le Monde et moi dans Docs TV, ce qui fait qu'on a pu avoir la subvention. Et là, tu sais pas combien de personnes t'ont regardé sur Docs TV? J'ai pas regardé les chiffres, je ne sais pas. C'est une question que je me posais hier. Je me disais combien de personnes ont vu le film. Donc voilà. Après, je sais qu'il va faire son petit bonhomme de chemin. En fait, on a des tellement jolis retours que voilà, on sait que quelqu'un qui est aguerri sur la fabrication de documentaires va sans doute trouver plein de choses à dire et on en parlera et pour le prochain je ferai beaucoup mieux et on apprendra avec Flo mais on est quand même content d'arriver au moins au résultat espéré qui était que les gens se posent des questions et que là, que ce soit des professionnels, des jeunes étudiants, du grand public, tous nous disent ça nous fait vraiment réfléchir. Donc je sais pas comment vous l'avez ressenti. Oui, c'est exactement ça. D'ailleurs, tu voilà. le dis, c'est aussi ta conclusion. Ouais. On en sort avec finalement plus de questions que de réponses, mais c'est pas forcément une mauvaise chose de se poser ces questions-là. Non, et l'idée c'était ça. C'était en fait le film pour moi fait partie d'un dispositif. C'est-à-dire c'est pour ça que là je suis en train de me concentrer sur l'écriture du fameux livre, donc avec Actes Sud. Et après on va travailler avec Lina aussi, qui nous a commandé 5 vidéos de 7 minutes sur des sujets bien spécifiques sur les médias. On va essayer de faire un travail d'archives. Je suis assez contente de faire ça avec eux. J'aime beaucoup Lina et leur façon de mettre en avant les contenus. Et après, on a des rushs 6 heures avec Stéphane Paoli. On a le dîner qui avait duré 2 heures. Enfin, je me dis tout ça, si je trouve les moyens de financer la fabrique de ces rushs-là et de les donner à la communauté et à tous ceux qui sont désireux d'apprendre un peu plus, de faire une leçon de journalisme ou autre, j'aimerais bien pouvoir le faire. Par contre, il nous manque des fonds. Alors justement, en parlant de fonds, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur le crowdfunding? Parce que donc, ça t'a quand même apporté de l'argent. Mais est-ce que c'est, pour toi, le principal de ce que ça t'a apporté, ce fameux crowdfunding? Tu dis que tu en avais déjà fait, donc tu connaissais un petit peu les ressorts. Il y avait eu celui de demain qui avait été spectaculaire. Pour celui-là, qu'est-ce que tu as vraiment cherché au-delà de... Bon, 20 000 €, c'est pas rien, hein, donc c'est sûr. Non, il y avait vraiment la somme d'argent. Après, c'était la première fois que je menais une campagne pour un projet personnel. Ce qui était... Enfin, c'est éprouvant. C'est-à-dire qu'il faut savoir que pendant 5 semaines, on ne fait que ça, ou au moins 5 heures par jour. Il faut faire des mails personnalisés, il faut relancer, il faut suivre, il faut... Enfin,
c'est beaucoup de travail. Il faut animer. Ouais, et il faut produire des contenus. Donc, c'était pas rien. Et en plus, on était un peu en tournage aussi à cette période-là, début juillet. Donc, faut prendre en compte cette contrainte dans son agenda quotidiennement, j'ai envie de dire. Et puis, il faut pas lâcher. Parce que des fois, ça va monter très vite, puis ça va stagner pendant quelques jours, ça va remonter. Enfin, et le vivre comme ça, c'était quelque chose. Mais on l'a fait pour compléter le budget, ça c'est certain. On l'a coproduit en fait avec Place to Be, qui est une association que j'ai fondée il y a 12 ans, qui donc a récolté les fonds, et après on a financé ce dont on avait besoin avec les films d'un jour. Mais c'était aussi l'occasion de créer une communauté autour de films. Donc c'est 325 personnes. On a créé un groupe Facebook secret sur lequel j'ai posté les images du tournage, les questionnements, des articles de veille. On a pu faire remonter de l'information de cette manière. C'était déjà être dans l'échange et d'être accompagné et de partager en exclusivité. Et donc ça, pour moi, c'était important aussi d'avoir les témoignages des gens qui nous ont fait confiance. Et depuis que le film est sorti, là, on a ouvert le groupe. Donc, il doit y avoir un petit peu moins de 400 personnes. C'est pas énorme pour l'instant, mais on n'a pas... Après, on est une petite équipe, j'ai pas les moyens de communiquer largement. Mais bon, on s'en sort quand même. En général, un documentaire, après le montage... c'est fini, quoi. Il est diffusé et puis quelque part on n'en parle plus. C'est d'ailleurs un problème souvent pour les documentaristes, on peut pas revoir leur film. Toi, le fait que ça n'ait pas été diffusé en télé française pour l'instant, on a l'impression qu'il vit toute une vie, ton documentaire, depuis qu'il a été terminé, et que finalement, si on veut voir vraiment le verre à moitié plein, on pourrait se dire que c'est presque une chance qu'il n'ait pas encore été diffusé. Là, les gens peuvent le voir sur Docs TV. Déjà, ils peuvent s'abonner. Ils peuvent même s'abonner gratuitement pour quelques jours et donc voir le film. Enfin, ils peuvent déjà le voir sur Dex TV, ils peuvent venir aux projections débat, ils peuvent organiser des projections, notamment à des vertus pédagogiques et d'éducation aux médias, parce qu'on est quand même aussi sur ce créneau-là. Et puis, à la télé, on verra plus tard. Mais s'ils passent à l'étranger, je pense qu'il y a des chances, en tout cas, qu'ils fonctionnent mieux pour l'instant sur un public à l'international qu'en France. Et ça pose une vraie question. C'est-à-dire que si la télé en France ne nous le prend pas, alors j'espère quand même qu'on aura des petites chaînes comme LCP ou Public Sénat, mais si on n'est pas pris, ça fera partie de notre histoire. C'est-à-dire, c'est compliqué de parler de ces questions où on n'a pas su rentrer dans la bonne case. Et c'est quoi aujourd'hui respecter une case dans un monde où tout est en train de partir en vrille ? Ça, je ne sais pas. Et c'est une vraie question que je pose. Absolument. D'ailleurs, ça fait partie de la réflexion autour des médias. Effectivement, cette question de l'international, ce qui est signifiant peut-être, c'est que tu as réussi à organiser une avant-première à l'UNESCO. Donc certes, c'est à Paris, mais c'est l'UNESCO, c'est international. C'était le 28 mars, ça a été suivi d'une table ronde avec les stars actuelles du journalisme. Et on va d'ailleurs écouter tout de suite les réactions de Fabrice Arfi, d'abord de Mediapart, et ensuite de Cyril Dion, le réalisateur de Demain dont on a déjà parlé. D'abord, un immense bravo. Bonjour à tous dans cette salle très impressionnante. En fait, je ne veux pas vouloir faire une réponse trop facile. Ce que je retiens du film, c'est d'abord sa formidable énergie qui a derrière le geste de poser cette question avec tant de vivacité. Et l'espèce de message invariant qui travaille tous les propos d'où qu'ils viennent, en réalité, je trouve que c'est sa force, et qui nous disent une chose qui me paraît absolument fondamentale sur la crise de la presse, la crise du journalisme, en quelque sorte, qui est interrogée par le film, c'est que ça n'est pas une crise de la demande, c'est une crise de l'offre. Ce qui m'a plu et ce qui fait pour moi la réussite du film, c'est que justement on en sort avec plus de questions qu'on y est rentré. Ça nous dérange, que ça nous remet en question. Donc à ce titre-là, je trouve que c'est vraiment, vraiment réussi. Alors, un problème d'offre, selon Arfi, plus de questions que de réponses, ça on l'a déjà vu selon Dion. Après avoir réfléchi des centaines d'heures sur ce sujet, et manifestement tu vas encore y réfléchir pas mal de temps, est-ce que tu as encore envie de ce journalisme, de faire du journalisme? En fait, je sais de quoi j'ai envie aujourd'hui. Ça serait d'un poste qui, pour l'instant, il n'y a que Disclose qui m'a proposé ça. Disclose, c'est un collectif de journalistes qui s'est créé en fin d'année dernière avec une campagne de crowdfunding aussi, qui défend l'investigation et qui veut travailler son impact. Alors, c'est ne choisir que des sujets de société importants pour l'intérêt général, mais l'enquête va être accompagnée dans sa dimension d'impact sur la société et sa manière de faire bouger les lignes. C'est assez novateur, mais c'est quelque chose qui pousse énormément à l'étranger. Et moi, j'adorerais, à terme, intégrer une rédaction et dire, voilà, je suis journaliste, mais je suis en lien avec la communauté de vos lecteurs, de vos téléspectateurs, de vos auditeurs, et je vais m'intéresser, quand on sort une investigation,
à son impact dans la société et à la manière dont les gens y répondent et ce que ça provoque, et avoir un suivi, en fait. Parce que ça, pour moi, ça fait partie de la posture qu'on doit avoir aujourd'hui dans la société. Donc ça, c'est un peu mon rêve. Mais pour l'instant, j'y suis pas. Je porte mon film et tout ce qui va avec. Si un jour ça se présente, voilà. Mais il y a un rapport dans un papier de recherche du Bureau of Investigative Journalism au Royaume-Uni qui parle de ça très très bien, et ce poste pourrait s'appeler directeur de l'impact ou impact editor. Et je l'ai pas vu beaucoup, mais pour moi c'est très révélateur de la réflexion autour de qu'est-ce que c'est que d'être citoyen, qu'est-ce que c'est que la démocratie, qu'est-ce que c'est que notre rapport aux institutions et donc à l'information. Et alors, à l'aune de toute cette enquête, de ces reportages, de ces dizaines de rencontres, qu'est-ce que tu dirais aujourd'hui à un jeune journaliste ou à un jeune qui a envie de faire de l'information, en tout cas ? Alors, c'est une question qui nous est beaucoup posée, parce qu'il y a plein de jeunes qui viennent voir le film. J'ai eu plein de demandes d'interviews de jeunes qui font leur mémoire et qui s'intéressent à tout ça. Et je leur dis... école ou pas école, ça je suis pas bonne pour le dire, j'ai pas fait d'école, mais d'apprendre quand même les fondamentaux du journalisme, faire une bonne enquête, une bonne investigation, se cultiver, vraiment lire, avoir une bonne culture générale, se spécialiser, c'est encore mieux, s'ils ont une passion, quelque chose qu'ils veulent creuser, je trouve ça important de bien savoir de quoi on parle dans une société où tout part dans le flou. De pas trop se focaliser sur les outils, d'être curieux de la technologie qui les entoure, de savoir capter les formats intéressants, utiles à la diffusion large de leur message, mais de toujours ne pas s'enfermer dans une technologie, d'être toujours ouvert à ce qui se présente, parce que ça va changer et ça change de plus en plus vite. Et après d'y croire, mais comme le dit Pauline dans le film, c'est travailler et beaucoup de modestie. Et ça, c'est à la fois un retour aux fondamentaux, mais aussi une posture qui doit se redéfinir pour nous aider. Merci beaucoup Anne-Sophie. Merci. Merci d'être venue nous parler des médias Le Monde et moi. On te souhaite plein de succès, c'est déjà bien parti. Et on conseille à tous les journalistes en devenir de visionner ce documentaire. Si vous écoutez Aparté sur iTunes, n'hésitez pas à nous mettre 5 étoiles et à nous faire aussi peut-être découvrir des talents de l'information qui innovent en nous contactant via la page jinkyo.com/podcast. Salut Élise. Salut Jean-Baptiste. Rendez-vous dans 2 semaines pour un nouvel épisode d'Aparté.